Bonsoir, professeur Giannakopoulos, merci pour vos introductions, professeur Gay, madame Gordon et madame et messieurs. Je vais commencer, si vous voulez, avec des constats très simples et très objectifs. Pour avancer, c'est où? C'est lequel? Celui-là. Bon. Merci. Alors, je vais commencer avec des constats très simples et très objectifs. Les troubles mentaux et les troubles liés à l'utilisation des substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues, licites ou illicites, sont répandus dans toutes les régions du monde et ces troubles augmentent très rapidement. Leur fardeau s'accroît encore davantage, surtout dans les pays en développement qui ont évidemment moins de ressources pour y faire face. Au niveau mondial, plus de 300 millions de personnes sont atteintes de troubles mentaux. Autrement dit, dans une famille sur 4, il y a au moins une personne qui souffre d'un problème de santé mentale. On s'attend à une augmentation de la proportion de morbidité due aux troubles mentaux et d'abus de substances psychotropes, c'est-à-dire drogues licites et illicites. Licite, ça veut dire l'alcool et le tabac. Illicite, les autres drogues. Et on s'attend à une augmentation de ce fardeau, que c'était de le 12% en l'année 2000, qui va monter jusqu'au 16-17% dans le 2020. Ça, c'est une estimation de l'OMS. Si vous regardez cette slide, vous pouvez observer que les troubles mentaux, ici on les appelle troubles neuropsychiatriques, contribuent au fardeau global des maladies en mesure supérieure aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Ça, c'est pas dû à la mortalité générée par les troubles mentaux, mais c'est dû surtout à l'incapacité ces maladies déterminent dans les gens qui en souffrent. La consommation d'alcool à elle seule cause le 8% de la mortalité parmi les hommes dans les pays développés, donc les nôtres pays. Plus de 150 millions de personnes souffrent de dépression et presque 1 million mettent fin à leur vie chaque année, ce que veut dire qu'il y a un suicide chaque 40 secondes. Chaque 40 secondes, il y a un suicide. Environ 10 millions de personnes s'injectent des substances psychotropes, causant ainsi entre 4 et 12% de tous les cas séropositifs. Donc la contribution au sida, c'est important. L'augmentation des troubles mentaux et d'abus de drogues risque d'être particulièrement élevée non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays, ainsi dit, développés. La Suisse, la France, l'Allemagne, l'Europe, et surtout parmi les populations plus vulnérables, telles qu'elles sont les personnes vivant dans une très grande pauvreté ou dans un état de pauvreté relative. Et on va voir après la différence. Ce n'est pas tellement la pauvreté absolue, mais la pauvreté parmi les riches qui est un facteur de risque. Donc ce sont les inégalités, les facteurs des risques plus importants. Donc ce fardeau de toutes ces maladies
représente un coût énorme en termes de misère humaine, de souffrance, d'incapacité, aussi de perte économique pour les individus, pour les familles, pour la société. La douleur émotionnelle, mais aussi le coût financier pour les individus et la société dans son ensemble sont énormes. N'oubliez pas que la première cause d'absentéisme au travail en Europe, c'est la dépression. Si vous regardez ce tableau, je vous aide pour le regarder rapidement. Vous voyez sur la première ligne les types de coûts engendrés, coûts de soins, coûts de productivité et coûts non tangibles, ça veut dire l'angoisse, la souffrance, les coûts qui ne sont pas mesurables en termes monétaires. Ça, sur la ligne jaune. Dans la colonne jaune de gauche, vous voyez ceux qui en font les frais. Enfin, tous les malades, évidemment, mais aussi les familles, mais aussi les employeurs, mais aussi la société en général. Donc, si vous regardez ce tableau, vous voyez comme la souffrance émotionnelle et le coût économique et la perte de productivité et, en général, la souffrance des proches et des patients sont un coût en général très important. Les troubles mentaux donc, ont une répercussion économique sur les revenus, sur la capacité des personnes atteintes ou de leurs soignantes. N'oubliez pas qu'une famille, quelqu'un qui a dans sa famille, quelqu'un qui a un Alzheimer, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui est psychotique, c'est aussi un fardeau très lourd pour la famille ou pour la personne, généralement des femmes, qui dans la famille s'en occupe. Et donc, la contribution de tout ça à l'économie nationale, c'est diminué, pas seulement par la diminution de la contribution du patient lui-même, mais aussi parfois par la souffrance des membres de la famille. Et néanmoins, il y a des autres coûts qui ne peuvent pas être mesurés en termes économiques, mais qui ont un impact énorme sur la communauté. Le poids de la charge de ces troubles sur la famille est énorme. Et je me rappelle que quand on a publié le rapport mondial de la santé mentale à l'OMS, la première réaction forte, c'est pas venu des psychiatres, c'est pas venu des professionnels, mais des familles qui nous ont écrit, milliers de familles, en disant merci, finalement, vous avez mis en évidence la complexité de ces problèmes. Et enfin, et en plus du coût social et du coût économique engendré, les personnes souffrant de troubles mentaux sont aussi victimes des violations des droits de l'homme, des stigmatisations et de discriminations. Stigmatisation et violation des droits humains, à part d'être injustes en soi, évidemment, ça va sans dire, mais ils accélèrent, ils accentuent la paupérisation de ceux qui sont atteints par des troubles mentaux. Cette photographie a été prise dans un hôpital psychiatrique africain. Vous voyez que le patient, il est attaché avec une chaîne. Mais voilà, ça ce sont des photos qui ont été prises dans des hôpitaux psychiatriques d'Europe. Parce que c'est toujours facile de dire, ah bon, ça arrive en Afrique, ça arrive dans des pays très lointains. Non, cette photo vient d'un pays, je ne vais pas le nommer, mais qui est un pays membre de l'Union européenne.
aussi, cette photo-là, c'est quelqu'un qui est dans une lit-cage. Hein? Ce sont deux photos qui viennent des pays européens où on peut observer la misère, l'abandon, le désespoir des personnes qui seraient supposées être soignées dans ces établissements thérapeutiques. Et pour terminer, les troubles mentaux, en plus de tout ça, c'est déjà pas mal. En plus, elles entretiennent des rapports complexes avec de nombreux autres problèmes de santé. Les troubles mentaux sont comorbides, donc ils vont avec, ça veut dire comorbide, donc vont avec, ou constituent des facteurs de risque pour des maladies non transmissibles, non infectieuses, comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. On a observé que le taux de maladies mentales parmi les gens qui souffrent de maladies du cancer ou maladies cardiovasculaires est plus élevé, et au contraire. Mais aussi des maladies transmissibles comme le VIH, SIDA, la tuberculose, et aussi la relation entre traumatisme et maladie mentale est claire, les accidents de la route dus à l'intoxication d'alcool, ou les violences domestiques, dont il y a toujours une victime, mais il y a quelqu'un qui parfois, il est simplement intoxiqué par l'alcool ou par des drogues. Alors bien que les troubles mentaux et d'abus des substances puissent être efficacement traités à l'aide des médicaments et d'interventions psychosociales, seule une petite minorité des malades bénéficient d'un traitement, même rudimentaire. Les personnes souffrant de troubles attendent souvent plusieurs années avant de recevoir un traitement. Dans les pays développés, pas en développement, dans les pays développés, nôtres pays, qui sont dotés, on suppose, on espère, des systèmes de soins de santé bien organisés, de 44 jusqu'à 70% des cas de dépression et d'abus d'alcool et des maladies mentales de l'enfant et de l'adolescente ne sont pas traités du tout. Dans les pays en développement, évidemment, l'écart entre le nombre de cas traités et des cas non traités est probablement de l'ordre de 90%. Mais si on reste sur nos pays, quand même, il y a un écart important entre les traités et les non traités. Vous voyez dans cette transparence, en jaune, c'est le pourcentage de cas non traités sur les cas total. Donc chaque colonne, c'est tous les cas de schizophrénie. En jaune, les cas de schizophrénie qui ne sont pas traités. Même chose, plus encore dans les non traités avec dépression majeure, encore plus avec les troubles de l'abus d'alcool et encore plus les troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Ces données ne viennent pas de l'Afrique lointaine, mais ce sont des données globales. Donc, et considère aussi des pays comme les pays développés. Il ne faut pas jamais oublier que les 66% des dépressions majeures aux États-Unis ne reçoivent pas aucun traitement. Mais il faut être clair, la santé mentale ne dépend pas seulement des facteurs biologiques ou des facteurs génétiques qui jouent un rôle important dans la détermination de la maladie mentale, mais il y a aussi certains déterminants sociaux qui sont importants, et c'est pour cela qu'on ne peut pas penser, et ça c'est mon premier message de ce soir, que la médecine toute seule puisse donner toutes les bonnes réponses. La question est grave. Ce n'est pas une affaire seulement de la médecine.
C'est une affaire collective. Ici, il y a des déterminants sociaux de la santé mentale, la pauvreté, mais surtout l'appauvrissement. On a vu qu'il y a un impact de la pauvreté sur les individus, mais aussi il y a une dérive de la maladie mentale vers la pauvreté. Donc c'est une relation croisée. On ne devient pas schizophrène parce qu'on est pauvre, mais on devient pauvre parce qu'on est schizophrène. Et on devient peut-être déprimé parce qu'on est pauvre ou endetté. Donc il y a une relation complexe entre le faible niveau, pas seulement de salaire, la pauvreté c'est un problème plus complexe, c'est un problème que, comme disent les Anglais, les inequalities, donc les inégalités. Si vous êtes pauvre dans un petit village des Himalayas, où il y a 300 habitants qui sont tout pauvres, vous n'avez pas plus de risque d'être malade mental. Mais si vous êtes pauvre parmi les riches, vous avez un facteur de risque. Donc c'est les inequalities, ce sont les inégalités. Le faible niveau d'instruction, c'est clair qu'il y a une relation entre le faible niveau d'instruction et le risque. La vulnérabilité en fonction du sexe, il y a des maladies qui sont plutôt au féminin, et il y a des autres qui sont plutôt au masculin. L'alcool, c'est un problème surtout des mâles, mais aussi les suicides. Mais la dépression, c'est plutôt, du point de vue épidémiologique, un phénomène au féminin. La violence et la situation des conflits, des post-conflits, qui inclut les déplacements. Vous n'oubliez pas qu'il y avait 14 millions de déplacés il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a 54 millions. De 14 à 54. Donc le déplacement en soi, c'est un facteur de risque. Si on fait une révision rapide de la science, qu'est-ce que nous dit la science? Mais que devenir pauvre et endetté est un facteur de risque plus significatif que les revenus en soi. Devenir pauvre, devenir endetté, c'est un facteur de risque. La dette rend les personnes plus vulnérables au suicide. Les femmes développent plus vite dépression et anxiété en période de crise financière. Le chômage. Le chômage est A, un facteur de risque pour la dépression et l'anxiété. B, un déterminant pour l'adhésion au traitement. Plus vous êtes au chômage, plus élevé c'est le risque que vous ne suivez pas les traitements que vous êtes supposé suivre. Je ne parle pas de traitements psychiatriques. Peut-être le diabète, peut-être l'hypertension, peut-être la chimiothérapie d'un cancer. On a vu que le chômage, les chômeurs, ils meurent plus rapidement parce qu'ils ne se soignent pas. Et finalement, un déterminant de l'évolution de la psychose, le chômage peut être un facteur de risque pour une évolution défavorable de la psychose. Finalement, le stress professionnel favorise l'anxiété et la dépression. L'expérience de l'insécurité et du désespoir en période de changement social rapide, on a des éléments, des études très importantes qui ont fait en Russie, quand on a eu la transition du communisme au capitalisme sauvage, on a vu des effets désastreux sur la santé mentale des personnes. Donc, changement social rapide, crise, conduit à l'anxiété, la dépression, à l'abus des substances. Et il y a, dans les dernières années, surtout faites en Hollande, en Danemark, il y a des études qui nous montrent que l'immigration est un facteur de risque pour la schizophrénie, peut-être. Je dis peut-être parce que ce sont encore des données qui ne sont pas complètement convaincantes. Mais alors, malgré tout ça, c'est-à-dire malgré la forte composante sociale de la maladie mentale, la dynamique société-psychiatrie ne semble pas changer beaucoup. La société renvoie à la psychiatrie
tout le fardeau de la souffrance psychique et de la vulnérabilité qui va avec, ou en étant le facteur de risque de cette souffrance, ou en étant sa conséquence, peu importe. La société veut, exige que la psychiatrie s'occupe de tout ça. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de la psychiatrie. Mais le paradoxe commence lorsque la psychiatrie semble accepter cette tâche lourde et impossible à gérer, et les résultats de cette, disons, complicité irresponsable entre une société qui dit « c'est votre affaire » et une psychiatrie qui, de façon pas critique, accepte de gérer l'affaire sans aucun échange réel avec la société, il y a des conséquences terribles quand il y a ce paradoxe. Quand ce paradoxe devient réalité, l'enfermement, l'asile ancienne, mais aussi l'asile moderne, typique de la psychiatrie européenne. Nous l'avons inventé en Europe et nous continuons d'avoir le plus élevé nombre de lits au monde. La prison, c'est plutôt un phénomène aux États-Unis. Il y a plus de 100 000 malades mentaux dans les prisons, ou l'abandon à la rue dans certaines grandes villes, ou encore l'abandon à la famille, surtout, mais pas seulement, dans les milieux ruraux. C'est votre affaire. Alors, tous ces quatre réponses, enfermement, prison, abandon à la rue, abandon à la famille, sont inacceptables. Sont inacceptables du point de vue éthique, primo, mais aussi du point de vue technique, mais aussi du point de vue scientifique. Elles sont le résultat de deux phénomènes. Parce qu'on peut se demander, mais alors, pourquoi ces phénomènes, pourquoi, si c'est tellement inacceptable, pourquoi arrivent? Il y a deux phénomènes qui facilitent, sont phénomènes dangereux, mais aussi très communs. Le premier phénomène, c'est la séparation artificielle entre la dimension médicale et la dimension sociale des maladies. Les maladies mentales sont, par nature, bio-psychosociales. Ce n'est pas un mot, bio-psychosocial. Cette séparation, elle est très rassurante, soit pour une médecine exclusivement centrée sur la dimension biologique de la maladie, soit pour le système de soins que s'autorise, à ce point-là, à abandonner la dimension sociale de la maladie à des solutions sociales, généralement de très mauvaise qualité. Le résultat est la médicalisation d'un côté et l'abandon de l'autre. On s'occupe seulement d'un morceau de l'histoire, la dimension biologique, médicale de la maladie. Qui s'occupe des besoins psychosociaux du malade? Personne. Quelqu'un. Et le deuxième phénomène, c'est la criminalisation de toute dimension dérangeante de la maladie psychiatrique ou des problèmes psychosociaux des plus vulnérables. Criminalisation des jeunes, des pauvres, des immigrés. Pour mettre en scène ce mauvais spectacle, disons-le, c'est pas beau à voir. Il faut alimenter beaucoup de mythes, et parmi eux le mythe de la dangerosité du malade mental. En réalité, si on regarde de près les grandes études épidémiologiques internationales, on peut facilement conclure que, numéro 1, les troubles mentaux élèvent très légèrement, la probabilité des conduites violentes. Cette probabilité est plus élevée en association avec l'abus des drogues. La grande majorité des personnes avec troubles mentaux n'ont jamais des conduites violentes.
mais fréquemment, ils sont exposés à des violences. Ils ne sont pas eux qui font des violences, ils sont eux qui souffrent des violences. Le diagnostic psychiatrique en soi n'est pas un facteur de risque pour les conduites violentes. L'apport des personnes avec troubles mentaux au taux de violence dans la société est absolument négligeable. Et alors? Et pourquoi cette complicité? Quelles sont les conséquences de cette complicité entre une société qui ne veut pas s'occuper des problèmes et une médecine qui veut psychiatriser tout? Les conséquences de cette complicité sont néfastes, parce que perpétue la non-réponse du modèle biomédical à une demande qui par nature est aussi biomédicale, mais pas seulement, étant donné qu'il s'agit d'une demande biopsychosociale, qui a besoin d'une réponse biopsychosociale. La société mécontente demande plus de lits, plus d'enfermement, et les circuits pervers continuent sans fin. C'est une dynamique de pouvoir où tous sont les protagonistes. La Commission de l'Organisation mondiale de la santé sur les déterminants sociaux de la santé est très claire sur ce point. Je cite: la promotion de la santé n'est pas simplement une question d'intervention correcte et de ressources économiques. La santé dépend en grande mesure de la gouvernance, c'est-à-dire de l'institution et des processus à travers lesquels une société est capable de gérer le cours des événements sociaux. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'affaire de la psychiatrie, mais de l'affaire de la ville tout entière. La gouvernance est la façon dont les institutions publiques et privées savent gérer la dynamique sociale de la ville de manière responsable, de manière capable, de manière juste. Une société est démocratique quand, au lieu de normaliser la diversité, elle diversifie la norme en saisissant la complexité des besoins sans craindre la diversité de ceux-ci. L'inclusion des exclus n'est donc pas l'apprentissage des règles du jeu des inclus de la part des exclus, mais c'est une mutation des règles du jeu. Donc nous ne travaillons pas pour une cité sans divers, mais pour une cité diverse, où se rencontrent et s'expérimentent les diversités, une ville ouverte à l'hospitalité et pas une ville-hôpital. En conclusion, je crois que ce dont on aurait besoin est d'une psychiatrie plus sociale, plus communautaire, plus citoyenne, la citoyenneté est thérapeutique, et d'une société plus tolérante, moins risque-phobique. Il n'y a pas de schizophrènes suisses. Il y a des Suisses qui ont la schizophrénie. Mais le mot suisse, c'est toujours le premier. On est toujours citoyen. On est des Suisses avec le cancer. On est des Suisses avec la schizophrénie. On n'est pas des schizophrènes suisses. Donc, la citoyenneté reste toujours la caractéristique fondamentale de tous les citoyens. Donc, je pourrais dire en concluant, je voudrais dire, si vous voulez, un peu comme une petite provocation, plus de vie, moins de lits. Merci. Merci à mon tour à la faculté de médecine de Genève et au professeur Giannakopoulos de son invitation. Merci d'être là pour nous écouter. Et merci au professeur Saraceno d'avoir brossé ce tableau méta, on pourrait dire comme ça, de tous les risques et les pièges épidémiologiques de la problématique de la vulnérabilité psychiatrique et psychique. Donc, en lisant la fichette, il y avait plusieurs titres et je me disais, dans le fond, qu'est-ce que le professeur Giannakopoulos a envie que je traite
Il y avait évidemment la psychiatrie à l'aube du XXIe siècle, la vulnérabilité psychique morale collective, et j'ai choisi un peu quelque chose. Je me suis dit, je vais commencer par la vulnérabilité. Et je crois que le professeur Saraceno en a dit déjà quelque chose, c'est-à-dire quels sont les facteurs de stress, les facteurs de risque. Et j'ai bien compris pourquoi il abordait cette thématique, parce que je crois que comme professeur parmi d'autres titres de psychiatrie de l'âge avancé, eh bien c'est particulièrement dans les moments charnières de la vie que la question de la vulnérabilité, prenant la succession de la précarité dans la société, de la précarité économique que vous avez évoquée tout à l'heure, eh bien on voit bien que l'évaluation de l'état du sujet haché, de ses facteurs de risque, de sa dépendance et de son isolement sont des facteurs de vulnérabilité, et où, dans le fond, c'est un domaine privilégié où la gériatrie et la psychiatrie de l'âge avancé se sont présentés comme experts dans nos sociétés pour anticiper des processus et pour conseiller, dans le fond, nos pouvoirs publics. Vous l'avez évoqué également, c'est cette articulation, on le voit dans ces moments charnières d'âge, où la problématique somatique est totalement liée à la problématique contextuelle et psychologique, les atteintes cognitives, les atteintes émotionnelles, qui fait qu'en fait, vous l'avez déjà évoqué, ces dimensions biopsychosociales doivent être considérées avec le plus grand sérieux. Cette vulnérabilité intéresse les politiques publiques parce que, bien entendu, elle nous demande aux experts d'anticiper des besoins, d'aller à la rencontre de besoins pour développer des politiques publiques. Vous avez évoqué des aspects économiques, vous avez parlé d'argent tout à l'heure, je vais moins le faire, mais c'est bien entendu que les politiques publiques sont intéressées à une planification des choses pour anticiper les besoins, pour diminuer les charges sociétales, mais aussi pour développer des stratégies politiques. Et je dirais que par rapport au tableau assez sombre que vous dressez évidemment d'une lecture moyenne des réalisations et des non-réalisations qui animent notre société, et ça peut être aussi le cas ici, on peut dire que on a quand même bénéficié de pas mal de chance, puisque sur le plan de la Confédération, par exemple, si je parle de la planification stratégique en psychiatrie dans la région, on voit qu'on a été effectivement très inspiré. Enfin, on pourrait dire qu'on nous dit pas, voilà le package, occupez-vous de ça. On voit que notre société, peut-être même tardivement, s'est mise à beaucoup se mobiliser et grandement grâce effectivement aux interventions et aux réflexions du type de ce que vous avez proposé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis le rapport de l'OMS. Mais on a également, depuis pas mal d'années, une politique nationale qui était un des derniers pays, d'ailleurs la Suisse, vous le savez peut-être, à s'être dotée d'une politique nationale en santé mentale et en santé en général, mais qui a été très fortement, qui est l'objet maintenant d'une réflexion extrêmement intense pour parler de cette vulnérabilité, pour parler des pathologies et pour parler des types d'interventions. Comme on est dans un pays assez complexe, comme vous savez, et multiple dans ces organisations, c'est clair qu'il n'y a pas un dictateur qui peut dire du jour au lendemain, appliquons, pourquoi est-ce que ça tourne comme ça? Appliquons, vous allez voir que j'ai beaucoup trop de biais d'ailleurs, voilà, appliquons une politique, non, chaque canton doit suivre en fonction de ses émotions, de ses choix et de ses passions une politique. Alors dans le canton de Vaud, on a développé une politique un plan de santé mentale dont je vous dirai deux mots, qui montre comment, à la place d'être au niveau finalement de la médecine traditionnelle en disant quelles sont les pathologies que je vais soigner, quelles sont les pathologies qui se trouvent dans la salle d'attente ou dans les lits de mon hôpital, c'est de se mettre un peu en position méta, comme on dit, et puis de commencer à regarder Google Maps, comme ça. Où est-ce qu'il y a des besoins, où est-ce qu'il y a des moments charnières, où est-ce qu'il y a des populations. Donc j'ai évoqué ce plan de santé mentale. Et puis il y a des aspects économiques qui viennent à l'horizon, parce que vous savez probablement que la loi sur l'assurance maladie va changer en 2012 et qu'elle demande d'évaluer nos pratiques, nos processus de soins, de mettre en place des mesures et des efficacités, et que bien entendu, dans le domaine de la psychiatrie, je ne dis pas que la psychiatrie est moins efficace que les autres, mais elle est plus difficile à mesurer dans ses effets, et pour beaucoup d'éléments que vous avez donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des pathologies objectives,
mais on sait très bien que ces pathologies sont extrêmement variables d'un individu à l'autre pour le même label et qu'elles sont très conditionnées par le contexte, par d'autres éléments que vous avez évoqués, mais peut-être sur lesquels je reviendrai. Alors, si je prends le plan de santé mentale vaudois, eh bien, vous verrez qu'en fait, on parle plus tellement de pathologie plutôt que de problématiques. La problématique du handicap mental et de la psychiatrie, dans le fond, comment reprendre en main un certain nombre de choses qui ont été dévolues à des établissements, mais qui souvent sont sous-dotés en moyens psychiatriques, précisément pour certains aspects de comportement des patients ou d'usure, d'un certain nombre de pratiques de soins. Comment améliorer globalement la prise en charge des enfants, je vais le mettre dans cette thématique. Comment renforcer toute la coordination du soin. Finalement, vous avez dit, la maladie mentale, elle est très dépendante d'aspects psychosociaux. Donc, comment aménager le contexte, comment aller à la rencontre des gens en souffrance. On a pensé, en renforçant la liaison, en développant des équipes mobiles, d'augmenter le lien. Et qu'en augmentant le lien, on allait augmenter l'efficacité, qu'on allait augmenter finalement un certain nombre de solutions. Et en particulier, je peux l'évoquer rapidement par rapport à la psychose émergente, ce sont les premiers épisodes psychotiques chez les jeunes adultes. On s'est dit, bien si on y va plus tôt, plus vite et qu'on traite mieux, on va diminuer les cohortes et on va diminuer la pathologie globale de la psychiatrie et diminuer le nombre de troubles chroniques que l'on a à suivre. Voilà. Ce qu'on a observé, alors c'est pour rejoindre la question que posait M. Giannakopoulos, à savoir, est-ce qu'on va, dans le fond, quelle est la question? Est-ce qu'on va tout psychiatriser? Et si on va à la rencontre des gens, dans le fond, est-ce qu'on va introduire des normes psychiatriques ou médicaliser sur le plan psychique des pathologies? Dans un certain sens, c'est intéressant de voir qu'aller à la rencontre de la population, je fais ce commentaire à propos des équipes mobiles, eh bien, ça ne diminue pas les pathologies psychiatriques, ça les augmente. Ça les augmente pas parce qu'on les rend malades, c'est parce qu'aller à la rencontre et interroger la souffrance, c'est la faire émerger, évidemment. Et que donc, les cohortes actives et les cohortes de patients et de jeunes psychotiques qu'on a sont pas venus encombrer en plus les cohortes qu'on avait déjà, mais permettent d'être plus efficaces, permettent d'être plus actifs, mais augmentent dans le fond l'accès à la psychiatrie, ce qui est une des autres volontés de l'OMS, c'est-à-dire l'accessibilité aux soins. Et donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance latente, et un certain pourcentage que vous avez évoqué, qui n'attend que d'être révélée, qui n'attend que d'avoir les moyens d'aller à leur rencontre, qui n'attend que d'avoir les moyens de former les gens, des enseignants, des familles, les sociaux et autres professionnels, mais professionnels dans les lieux de travail, pour mieux percevoir les troubles, les désarrois, les souffrances. Et puis, on voit, vous avez évoqué la violence, vous avez évoqué d'autres facteurs de risque très importants, dont on sait qu'ils sont aussi liés non seulement à des psychopathologies, mais à des facteurs de risque sociaux contextuels. Pour vous donner un petit exemple de ce qu'on a fait en 2010, par exemple, au département de psychiatrie de Lausanne, eh bien, vous voyez que, dans le fond, les développements, c'est des histoires d'équipes mobiles pour faire du lien entre l'hôpital et le contexte, mais aussi pour faire du lien entre le contexte et les services psychiatriques. L'équipe mobile de l'âge avancé en particulier, pilotée par le professeur Giannakopoulos à Lausanne, qui permet d'aller là où le patient va moins bien, d'anticiper auprès des familles qui commencent à craquer, qui ont peut-être quelqu'un qui a des troubles d'Alzheimer, etc. Et puis, vous l'avez évoqué aussi, d'aller à la rencontre de ce métissage qui est notre société, mais qui n'est pas dit comme tel, au niveau de la psychiatrie, qui a des outils très centrés culturels, avec une langue, avec une manière de parler. Tout à coup, on se rend compte qu'on doit adapter absolument nos outils de la psychiatrie aux modifications de notre société, même en Suisse. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais pour vous montrer que la maltraitance intrafamiliale, la migration, les troubles du comportement alimentaire, les multiples diagnostics, les comorbidités, alcool, drogue, schizophrénie, etc., sont l'objet de notre intérêt et d'une nécessité d'intervenir, mais pour lesquels on a obtenu pas mal de ressources. Et puis, vous avez parlé de gouvernance. Eh bien, on voit qu'un des secteurs, c'est le pilotage. Comment est-ce qu'on doit piloter ce travail sur les cohortes, sur notre efficacité, sur notre rentabilité? On voit que cette question de la vulnérabilité, finalement, interroge beaucoup non seulement l'État, mais le fonctionnement des institutions psychiatriques qui ne peuvent pas seulement se contenter, qui doivent anticiper les problématiques, développer des outils et pas se contenter simplement de dire « Ah ben aujourd'hui j'ai tel diagnostic à ma salle d'attente ou dans mon service, voilà comment je vais m'en occuper ». Alors ça c'est illisible bien entendu, mais c'est pour vous dire que ce qui a été évoqué tout à l'heure est également peut-être intéressant,
c'est que à gauche, j'ai mis des aspects très médicaux, comme ça, les vulnérabilités, avec des traiteurs facteurs de risque autour des aspects biologiques, des aspects génétiques, des aspects de la psychopathologie, puis tout ce qu'une faculté de médecine ou un hôpital universitaire ou autre structure, sur la base, dans le fond, de la science, oblige de faire pour aller plus loin, plus fort, dans une compréhension, dans une connaissance et dans une formation pour détecter et traiter, dans le fond, la pathologie psychiatrique dans toutes ses modalités. Mais à droite, ça c'est le patient. Et dans le fond, vous avez dit, ça ne doit pas être seulement de la médecine, mais c'est aussi un patient, c'est le citoyen suisse, qui accessoirement peut être en souffrance psychique, c'est un patient avec sa vulnérabilité spécifique. Et c'est pour ça que j'ai profité de dire, vous avez une vulnérabilité évidemment qui est autour des facteurs biologiques, des marqueurs biologiques, qui est une vulnérabilité qu'on va pouvoir détecter de manière peut-être épidémiologique ou scientifique. Et puis vous avez la vulnérabilité de l'individu, comme on pourrait parler en éthique, c'est-à-dire comme vous et moi, en situation de maladie, comme humains, on est, comme citoyens, on doit être accueilli dans les multiples modalités de notre personne confrontée à la maladie. Et pourquoi je mets ça ? Parce que d'un côté, c'est les meilleurs soins dans les meilleures conditions, mais à droite, on pourrait dire centré sur le cure. Comment est-ce que je vais traiter ça ? Et à droite, c'est les meilleurs soins, mais dans le sens du care. C'est-à-dire comment est-ce que je vais accueillir cette personne dans ses vulnérabilités. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il peut y avoir des aspects, j'écoutais comme ça en me disant finalement comment est-ce que je vais me raccrocher après ce que vous avez dit. Il peut y avoir des aspects désespérants de dire, quand on est plus pauvre, on est plus malade. Ça rappelle certaines affiches de Snoopy finalement. Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Donc on ne peut pas faire grand-chose, c'est tautologique. Si je suis pauvre, je vais tomber malade. Si je suis malade, je vais moins gagner ma vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc après, il faut des milliards de politiques publiques, etc. Mais je dirais que, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de moyens d'approche de l'individu, dans son soutien, dans son accueil, dans l'optimalisation de ce qu'il est, dans la valorisation de ses ressources, dans la réflexion sur ses besoins, qui permettent de compenser l'aspect surdéterminé de la dimension médicale parfois. Et je pense que c'est cette articulation entre ces deux types de vulnérabilité, la vulnérabilité au sens de l'accueil, de la prise en charge, du care, et la vulnérabilité au sens de facteurs épidémiologiques surdéterminés. Et que je crois qu'on peut faire les deux. Alors, vous avez déjà parlé de la détection, c'est des diades de mon collègue professeur Conus qui s'occupe de jeunes psychotiques à Lausanne. Mais la détection précoce des équipes mobiles, l'anticipation, une réflexion épidémiologique, mais aussi une progression vers les lieux où se trouvent les pathologies, le jeune qui reste à domicile, un dysfonctionnement scolaire qui commence à émerger, d'enfant à stimuler cette réflexion épidémiologique, cette réflexion médicale, cette recherche permet, dans le fond, de mettre en route des mécanismes d'organisation qui permettent d'aller à la rencontre de ces jeunes, d'aller à la rencontre des familles, pour mieux connaître, mieux prendre en charge, développer des programmes et améliorer évidemment l'issue de ces pathologies. Puisque vous l'avez évoqué aussi, souvent, beaucoup de temps se déroule entre l'apparition d'un trouble, son diagnostic, sa prise en charge. Et puis, au-delà, on peut aller encore plus loin puisqu'il y a un fonds de recherche très très important accordé à la psychiatrie dans le cadre des neurosciences entre Lausanne, Genève, Bâle et les PFL. C'est aller plus loin et mieux connaître les mécanismes des maladies, donc aller encore plus loin dans la recherche grâce à ces cohortes pour mieux les caractériser, identifier des biomarqueurs, intervenir de manière plus médicale et développer des approches sur des cibles mieux identifiées et probablement beaucoup d'aspects biologiques et génétiques. Donc je vais vous peut-être pas parler trop des statistiques, mais on peut voir, vous l'avez déjà évoqué, que par exemple pour les jeunes psychotiques, on voit qu'on a un pourcentage de troubles préexistants dans la famille de 65% chez les jeunes qui sont détectés dans les cohortes qu'on accueille dans nos programmes, qu'un très gros pourcentage a déjà été exposé à un traumatisme ou à une maltraitance ou à des abus, etc., et qu'il y a eu des tentatives de suicide à haute incidence. Donc on voit qu'il y a des facteurs de risque extrêmement énormes
qui permettrait, par rapport à ta question, de dire est-ce qu'on va aller s'occuper de tous ceux qui ont fait une tentative de suicide, est-ce qu'on va aller tous ceux qui ont subi une maltraitance, etc. Donc, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on va? Mais on voit que la conscientisation de la société fait que de toute manière, c'est un mouvement irréversible et que dans le fond, la couleur qu'on a donnée aux dimensions épidémiologiques oblige de toute manière à pas trop se poser de questions. On voit aussi une manière intéressante, c'est que par rapport à la maladie mentale de type psychotique ou schizophrénique, qu'il y a plusieurs modèles de transmission. Dans le fond, si on veut être dans la prévention et autour de la vulnérabilité, mais il y a des aspects génétiques, des aspects familiaux, contextuels, il y a des combinaisons des trois, mais dans le fond, un certain polymorphisme des choses, une grande variabilité des états précoces, fait que dans le fond, les facteurs de risque sont multiples. Et que, en fait, il est extrêmement difficile, et peut-être que les nouveaux travaux permettront d'aller plus en avant, de vouloir cibler que des aspects médicaux, et qu'on voit que le rôle de l'environnement psychosocial est extrêmement important. Par exemple, on pourrait prendre, et tu as évoqué, des aspects extrêmement conservateurs, du style de dire contrôler la procréation, par exemple, chez des gens qui sont à haut risque, si je prenais l'aspect le plus réactionnaire, et je ne veux pas décrire quoi, eh bien, on sait que, dans le fond, accompagner quelqu'un qui a des facteurs de risque génétiques de transmettre la schizophrénie dans une grossesse, avec une approche psychosociale, avec une approche de conseil, etc., c'est-à-dire en travaillant sur l'environnement psychosocial plutôt que sur une répression médicale et juridique, diminue extraordinairement les facteurs de risque et donc donne de transmission de la maladie et donc donne des espoirs, et que toutes ces approches, dans le fond, multidimensionnelles, donnent beaucoup d'espoir sur la gestion de ces maladies, et je pense que le terme de gouvernance est extrêmement important. J'ai mis là aussi au hasard, parce que, enfin, pas trop au hasard, pour être dans des pathologies carrefour entre des diagnostics qu'on pourrait dire très objectifs, des diagnostics qui, pour d'autres, c'est-à-dire que c'est les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, qu'on détecte très tôt chez l'enfant, et qu'on commence à y repérer aussi chez l'adulte, qui sont des symptômes carrefour, des pathologies carrefour, en des diagnostics objectifs, des diagnostics épidémiologiques, des diagnostics comportementaux, des diagnostics non existants pour certains psychothérapeutes qui diront, mais traditionnellement, l'enfant est hyperactif, dans un milieu favorisant pour ce domaine, l'enfant n'entre pas dans une pathologie particulière. Et j'ai mis ce diagnostic pour montrer qu'on est dans des lieux carrefour. Est-ce qu'on va traiter, est-ce qu'on va médicaliser tout enfant hyperactif? Est-ce qu'on va, au contraire, négliger cet aspect? Et on va surtout se centrer, finalement, sur les problèmes de comment s'en préoccuper, s'il y a vraiment des problèmes cognitifs, s'il y a vraiment un handicap scolaire, etc., s'il y a des répercussions sur le plan social ou autre. Je vais peut-être pas aller trop là-dedans, mais on voit pour eux également que les aspects épidémiologiques et génétiques sont extrêmement importants, mais que néanmoins la solution n'est pas pour autant impossible, puisque le travail sur la concentration, sur les skills, sur l'adaptation à l'école ou à sa profession, si je parle des adultes, etc., peuvent avoir un effet extrêmement important. J'ai parlé finalement de la colonne de gauche de ma pastille, où j'ai dit que c'est très compliqué. À gauche, il y a des aspects plus médicaux, à droite, il y a des aspects plus personnels. Et c'est là où je dis la vulnérabilité avec des facteurs génétiques, avec des facteurs épidémiologiques ou héréditaires, versus la vulnérabilité liée à l'individu lui-même, c'est-à-dire versus l'adaptation. Vous savez que pour l'éthique, finalement, vous avez parlé également d'éthique, mais comme vous avez entendu, j'ai beaucoup travaillé en hôpitaux somatiques, j'ai beaucoup travaillé en cancérologie avant d'être chef du département en cancérologie comme psychiatre, évidemment, pas comme cancérologue. Toute la problématique de l'adaptation à maladie somatique, mais qu'on va retrouver tout à fait avec les associations de patients ou des associations d'usagers, c'est-à-dire comment est-ce que, à la place de focaliser essentiellement les choses sur la pathologie elle-même, on va focaliser les choses sur l'adaptation à la maladie et, dans ce sens-là, la vulnérabilité au sens de l'éthique, c'est-à-dire de l'accueil de la personne comme elle est, avec ce qu'elle est, avec son projet de vie, avec le bilan de ses besoins, etc. C'est s'éloigner des facteurs de risque des maladies pour s'intéresser aux ressources et aux compétences de la personne. Et je pense que dans le domaine psychiatrique, on y est venu, on a parlé de beaucoup d'approches psychosociales, d'approches en réseau. Je pense qu'on est presque plus actif maintenant,
peut-être avec des modèles cognitivo-comportementaux, des modèles d'adaptation, des modèles de développement de compétences sociales, et aussi avec certaines approches pour mieux diagnostiquer certaines faiblesses du patient en termes de raisonnement, de fonctionnement, de temps de latence pour prendre une décision, et de développer toutes ces skills sociaux, toutes ces adaptations sociales qui va lui permettre, au fond, d'optimaliser ce qu'il est, quelle que soit sa pathologie. Et donc, plutôt d'aller dans le sens de la capacitation, dans le sens de lui donner les moyens d'être un partenaire de la décision, d'être un partenaire des soins. Voilà, par exemple, j'ai fait pour une même personne, ses besoins, ils vont pas être les mêmes. Pour une même pathologie, les besoins vont pas être les mêmes. Pour certains, ça sera sociaux, pour certains, ça sera des troubles anxieux, troubles existentiels, etc. Et qu'on peut très très bien cibler ces différents besoins. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais on sait qu'en tout cas, une coordination des soins, une valorisation dans son rôle, une interpellation et une prise en compte des aspects psychosociaux et relationnels aboutit à une diminution importante de la détresse du patient, de même que, enfin, la valorisation de l'accès aux soins spécialisés, de meilleure utilisation des ressources, d'une meilleure collaboration et une communication entre les équipes, ce que les anglo-saxons appellent, ou les Canadiens, la navigation. Au fond, vous améliorez la navigation des personnes dans les réseaux, et quand vous avez vu, et on améliore les outils mis à disposition des patients, en France, il y a même une loi qui est développée, qui parle de patient expert. Alors, c'est-à-dire comment est-ce que ce patient va être valorisé dans ce qu'il est. Et vous avez pu voir, quand j'ai présenté dans notre plan de santé mentale, qu'il y a beaucoup de finances qui ont été demandées pour les équipes de liaison, pour les équipes de communication, pour les équipes mobiles, c'est-à-dire pour toutes ces équipes qui refont tous les liens, les communautaires, et qui réinsèrent les gens dans une communauté d'appartenance, de sentiment d'exister, de reconnaissance, etc., qui permet, par exemple, d'accompagner le patient à la sortie de l'hôpital. On a beaucoup fait ça. On organise des sorties d'hôpital, on les accompagne. On a un projet qui fait très vaudois qui s'appelle le case management de transition. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne dans les transitions, comment est-ce qu'on fait des liens dans toutes les transitions, et comment est-ce qu'on suit le patient jusqu'à ce qu'il soit bien implanté, un peu comme quand on fait son jardin au printemps, qu'on soit bien sûr que la pousse est bien implantée dans le nouveau terreau qu'on a développé. Donc valorisation des compétences, patient expert, et je l'ai aussi évoqué, c'est-à-dire aussi comment s'adresser à des populations spécifiques avec des moyens spécifiques. Dans notre plan de santé mentale, on a développé toute une approche de la psychiatrie et des migrants. Et peut-être, je conclurai là-dessus dans le sens de l'accompagnement. On a un autre programme intéressant qui est un programme connu ailleurs également, c'est-à-dire qu'on sait que si on reste centré sur la pathologie, on reste centré sur la non-vérification de l'implantation de la personne dans son lieu de vie, dans son lieu d'accueil ou dans son retour au travail, eh bien, on va avoir très peu de résultats finalement. Il y a un certain nombre de statistiques qui montrent combien de personnes qui ont interrompu leur travail durablement vont vraiment retourner au travail. Une équipe de mon département, en lien avec l'AI, en lien avec les assurances sociales, le département des assurances sociales, en lien avec l'assurance maladie, a d'enfants mis en place un réseau de soutien actif et de réorientation vers le travail. Je ne sais pas si les chiffres pour la population psychiatrique ou pour des populations qui ont un grave problème psychosocial, et où on voit que une grande partie de la psychopathologie était liée à des troubles psychotiques, à des troubles de l'humeur, et on voit que après, c'est l'objet d'un fonds national, d'une recherche au fonds national, après un certain travail de phase pilote, on voit qu'on a un certain nombre de patients qui ne sont pas en attente d'une solution ou en attente d'une réadaptation AI, mais qui peuvent se développer dans toutes sortes de manières de revaloriser et de remobiliser en eux cet intérêt, ce sentiment identitaire renouvelé, d'avoir une place de stage ou d'avoir une place d'être coaché pour reprendre un travail, ou d'être dans une mesure de réinsertion AI, ou d'être dans une place. Alors, c'est pas le miracle. C'est pas une immense chaîne de montage du retour au travail. Ce qui est démontré là, c'est qu'en prenant le temps d'analyser d'enfant les besoins, les compétences et qui est cette personne, on finit par trouver des possibilités ciblées qui, par étapes,
par étapes successives. Donc, pour celui-ci, ce sera une réadaptation. Pour cet autre, ce sera un coach. Pour cet autre, ce sera peut-être une pré-réflexion. Aboutit quand même à une gamme de possibles qui viennent largement compléter cette dimension psychosociale que j'évoquais tout à l'heure et qui a un effet, un travail donc sur la vulnérabilité de la personne qui probablement permet d'améliorer cette vulnérabilité prédéterminée liée à la pathologie et à des aspects plus biologiques et génétiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire que la question posée, j'y répondrai pas. C'est-à-dire, est-ce que cette psychiatrie, elle va être omniprésente? Est-ce qu'elle va anticiper toutes les fragilités? Non. Mais en tout cas, elle a grandement conscience, en lien avec la société et en lien avec les pouvoirs publics, que beaucoup peut être fait en suivant des cohortes, en suivant des pathologies spécifiques, pour développer des programmes, se battre pour des financements qui permettent probablement d'améliorer la situation. Merci de votre attention.